Vous êtes de retour sur Smart Tech. Alors notre vie sociale, nos tâches quotidiennes sont accompagnées tous les jours par des objets connectés. On l'a vu plus tôt dans le talk, mais c'est le cas aussi jusque dans notre voiture. On compte environ 10 millions de voitures connectées en France en 2021. Avec nous pour en parler, Carole Chartier-Djelaïbia, juriste et membre fondateur et secrétaire général du Cercle de la Donnée. Bienvenue sur le plateau. Merci, bonjour. Alors, qu'entend-on précisément quand on parle de voiture connectée? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, une voiture connectée, c'est une voiture ou un véhicule au sens large qui a la capacité à communiquer avec son environnement. Donc, en fait, il y a à son bord un dispositif qui lui permet d'établir une communication sans fil et donc d'envoyer et de recevoir des données. Donc, c'est vrai qu'on parle principalement de la voiture connectée, hein, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit, mais il faut savoir que la plupart des véhicules sont connectés, ça va du camion en passant par le vélo jusqu'à la trottinette. Toutes les mobilités. Voilà, toutes les mobilités. Alors, on parle aussi souvent de voitures autonomes. Est-ce que c'est la même chose? Alors non, c'est pas tout à fait la même chose, bien qu'il y ait un lien. En fait, le véhicule autonome, c'est le véhicule. On parle aussi de véhicule à délégation de conduite, puisqu'il y a certaines fonctionnalités du véhicule qui sont déléguées à une intelligence. Donc, il y a par exemple, on connaît la voiture qui se gare toute seule, et puis il y a différents degrés d'autonomie pour atteindre le véhicule totalement autonome. Aujourd'hui, on en est simplement à des navettes qui circulent sur certaines aires fermées. Mais voilà, c'est la destination finale, si j'ose dire, la voiture autonome. Alors, vous avez évoqué un service. Est-ce que vous pouvez nous donner un panel de services que permettent ces voitures connectées aujourd'hui? Oui, alors les premiers services, parce qu'on pense toujours à des technologies très futuristes, mais les premiers services, il faut savoir qu'ils sont apparus dès les années 90. Et c'est vrai que ça a été au départ envisagé sous l'angle de la sécurité. Donc, c'était les services d'assistance routière, d'assistance en cas d'accident. Et puis, petit à petit, on a développé tous les services qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça va de la navigation connectée, par exemple, qui nous permet aussi de recevoir le trafic en temps réel, l'entretien, le diagnostic du véhicule, les assurances connectées, et puis également des services à destination, par exemple, des agglomérations. On prend des fois on extrait des données des véhicules dans le but d'améliorer, par exemple, les infrastructures routières. Oui, on traite aussi les données, il faut le rappeler, ça, c'est un sujet qu'on va aborder. On imagine que les constructeurs automobiles ne sont pas les seuls à proposer ces services. Alors, comment des fournisseurs de services tiers peuvent-ils élaborer et proposer des services connectés en lien avec des véhicules qui ne l'ont pas construit? Effectivement, donc qui dit service connecté dit accès aux données du véhicule, et cet accès, il a fallu l'organiser parce que il faut garder à l'esprit, avoir à l'esprit le fait qu'un véhicule connecté, ça ne fonctionne pas comme un smartphone, un ordinateur portable, et puis qu'il y a des implications importantes en termes de sécurité, notamment quand le véhicule roule. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas donner un accès direct au véhicule dans la plupart des cas, et donc les données vont être débarquées sur un serveur auxquels les fournisseurs de services tiers vont pouvoir avoir accès, donc à des conditions justes, raisonnables et non discriminatoires. Et donc, on parle d'ailleurs de véhicule étendu pour désigner le véhicule et le serveur sur lequel on débarque les données. D'accord. Alors, qu'en est-il du conducteur, du propriétaire du véhicule? Est-ce qu'il a son mot à dire dans tout ça, dans tout ce jeu de données? Ah oui, d'ailleurs, c'est surtout lui qui va avoir le dernier mot, puisque il ne faut pas croire que les fournisseurs de services ou le constructeur peuvent comme ça venir se servir dans les véhicules et remonter n'importe quelle donnée. En fait, les données du véhicule sont des données à caractère personnel pour la plupart parce qu'elles sont reliées au VIN, au numéro d'identification du véhicule. Donc, qui dit données personnelles dit application du GDPR, et donc toutes les règles du GDPR s'appliquent, ce qui signifie, pour résumer, qu'en fait, ne peuvent être extraites du véhicule que les données strictement nécessaires au service qui va être rendu. Donc ça, c'est pour le GDPR, mais après, il y a aussi toute la réglementation e-privacy, en vertu de laquelle, aujourd'hui, on tend de plus en plus à considérer que de toute façon, dès lors qu'une donnée va sortir du véhicule, il faut que le conducteur ait donné son consentement. Mais à la fin, à qui appartient cette donnée? Parce qu'entre ceux qui proposent le service, le constructeur, le conducteur, est-ce qu'on sait à qui appartient la donnée? En fait, je pense qu'on ne peut pas vraiment raisonner en termes de propriété, pour deux raisons. La première, on vient de le dire, c'est qu'on parle pour la plupart du temps de données à caractère personnel. Et donc, il y a un principe qui a un nom très barbare, mais qui en fait est très simple. On parle d'autodétermination informationnelle. En fait, c'est juste le droit fondamental dont dispose l'individu à protéger ses données. Donc, on n'est pas dans un système comme aux États-Unis où les données sont un bien marchand. Même si
l'individu peut échanger ces données contre un service, pour autant, ce n'est pas un bien marchand. Et puis la deuxième chose, c'est que ces données, elles sont réplicables. Et donc, une même donnée, elle peut servir à différentes finalités. Donc, voilà, si je prends une donnée GPS, que je l'envoie à un tiers pour un service d'assurance connectée, par exemple, et que je prends la même donnée GPS et que je l'envoie parce qu'elle va servir pour un GPS, par exemple, pour une navigation connectée, on voit bien qu'il ne peut pas y avoir de transfert de propriété. D'accord. Voilà. Donc la différence est très subtile en fonction de la destination. Exactement. Si je comprends bien. Mais, voilà. Pour autant, ça ne signifie pas que les données ne peuvent pas être protégées. Il y a quand même... Oui, il y a des barrières pour protéger quand même les données des conducteurs. Même s'il n'y a pas de droit sui generis, je dirais, un droit créé explicitement pour les données, il y a quand même, on peut les protéger déjà contractuellement. Certaines données aussi peuvent être protégées par le secret industriel, par des brevets, par du droit d'auteur. Et parfois aussi, on pourrait, à condition de démontrer un investissement substantiel, également obtenir une protection au titre des bases de données. Oui. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage. On voit que c'est un domaine assez riche en questions et en défis aussi. Il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, j'imagine. Exactement. Avec l'évolution de la réglementation et l'évolution des technologies, je pense qu'il y aura encore pas mal de travail et d'évolution en matière de données du véhicule connecté. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour nous donner cet éclairage sur l'automobile de demain, ce à quoi ressemblera la voiture connectée de demain, et pour avoir un peu plus d'informations sur nos droits dès aujourd'hui quand on prend le volant dans une voiture connectée. Merci à vous, Carole Chartier-Djelaïbia. Je rappelle que vous êtes juriste et membre fondatrice et secrétaire générale également du Cercle de la Donnée. On poursuit dans Smart Tech avec votre séquence Et demain, la découverte d'une innovation artistique.